Bonjour. Z comme Zorro, dit-on communément. Zorro, le vengeur masqué, personnage de fiction qui inspira des romans, films et séries télévisées populaires. On pourrait dire aussi Z comme Zeus, dieu de la foudre, le dieu suprême des Grecs. On peut dire enfin Z comme Zénobie, qui, contrairement aux deux précédents, est un personnage réel, un personnage historique, aujourd'hui mal connu, même si la ville qu'elle porta au summum de sa splendeur et dont elle fut la reine est tragiquement revenue à la une de l'actualité en 2015 en raison de sa destruction partielle par un terrorisme aveugle. Je veux parler de Palmyre, la perle du désert, au cœur de la Syrie, à 210 km de Damas, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1980. Quant à la reine en question, c'est la reine Zénobie dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Septimien Batzabé Zénobie est né vers l'an 240 sur les bords de l'Euphrate, berceau de l'humanité, dans une famille de la colonie romaine de Palmyre. Son père, appelé Antiochos, était un notable de la ville de Palmyre, une ville dont on connaît mal les origines, mais qui, semble-t-il, commença à se développer sous la domination de Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est sûr, c'est qu'au 3e siècle de notre ère, Palmyre, Tadmor en araméen, n'était que splendeur, culture et pouvoir. C'était déjà une cité prospère que l'Empire romain était embourbé de son côté dans une crise politique et économique majeure et que ses frontières étaient constamment attaquées. La capture en 260 de l'empereur Valérien par les Perses avait conduit les Romains au plus grand désarroi, d'autant plus qu'ils étaient aussi malmenés en Europe puisque les Gaulois commençaient à défier Rome. L'Empire faisait donc face à des menaces sur tous les fronts. Zénobie épousa Odéna, un arabe romanisé qui régnait sur Palmyre en 263, la défendit avec succès des Perses et se fit alors appeler roi des rois, à la manière perse. Assassiné en 267, de retour de l'une de ses campagnes contre les Goths en Cappadoce, par l'un de ses parents, sans doute son neveu, il laissa Zénobie désemparée, avec leur fils Wabalat, qui était encore un enfant. Mais Zénobie ne se laissa pas abattre. Devenue régente, elle comprit vite qu'il lui fallait absolument se ressaisir, et même saisir cette tragique opportunité, en profitant de la faiblesse de l'Empire romain. Elle commença alors à songer sérieusement à se débarrasser de la tutelle de Rome. Certes, Palmyre, la ville oasis, connue pour ses magnifiques bâtiments comme son arc de triomphe et son impressionnant théâtre, jouissait déjà d'une certaine indépendance. Elle restait encore cependant un État au sein de l'immense empire romain, et l'ambitieuse Zénobie entendait bien changer cette situation qui l'exaspérait. Zénobie, écrivit Édouard Gibbon, le grand historien britannique du XVIIIe siècle, est peut-être la seule femme de son temps dont le génie supérieur a brisé l'indolence servile imposée à son sexe. Après avoir fait exécuter le régicide et ses complices, elle déclara que Palmyre et ses domaines n'étaient dorénavant plus soumis à l'Empire romain et à son empereur Galien. Celui-ci ne sut pas réagir
efficacement en tout cas, et se contenta de menaces verbales. Son successeur, Claudius Gothicus, reconnut la souveraineté de cette puissante reine qui faisait trembler tous ceux qui en approchaient et atteignait son but, faire de Palmyre l'égal de Rome et le foyer culturel le plus brillant du Moyen-Orient, attirant les premiers chrétiens, les artistes, les philosophes. Elle fit construire aussi un magnifique palais et de véritables jardins d'Éden. Alors, ses ambitions ne connurent plus de bornes. Elle annexa divers États voisins dans toute la Syrie et la majeure partie de la Turquie actuelle. Puis elle s'attaqua à l'Égypte et parvint à s'emparer d'Alexandrie avec ses troupes dirigées par le dévoué général Zabdas. En 270, à une vitesse fulgurante, la reine conquérante et rebelle avait pris le contrôle de toute l'Égypte, de ses richesses et du grain qu'elle fournissait à Rome, ce qui pouvait être entre ses mains une arme redoutable susceptible de mettre à genoux l'Empire romain. Elle put alors s'enorgueillir de n'avoir plus un seul rival sur la scène internationale de son temps. Mais c'était sans compter sur le nouvel empereur romain, Lucius Domitius Aurelianus, qui s'avéra un adversaire d'une autre ampleur que ses deux prédécesseurs. Un peu hâtivement et imprudemment, sans doute, elle désigna de sa propre autorité, en 271, son fils comme le nouveau César, et prit le titre d'Augusta comme mère de l'empereur, ce qui rendit furieux Aurélien, comme on peut facilement l'imaginer. Il envoya donc sur le champ ses légions et remporta une série de victoires sur les troupes palmyréniennes en Asie mineure, puis à proximité d'Antioche, ce qui l'amena aux portes de Palmyre. Zénobie, toujours sûre d'elle, pensait alors pouvoir les repousser avec ses archers et sa cavalerie, et envoya à Aurélien ce message plein de défis. De Zénobie, reine de l'Est, à Aurélien Auguste. Vous exigez ma reddition comme si vous ignoriez que Cléopâtre préférait mourir reine, quel que fût son rang. Piqué par cette rebuffade, venant qui plus est d'une femme, Aurélien décida alors de l'affronter de front et de faire le siège de Palmyre. L'Histoire Auguste, un recueil de biographies d'empereurs romains sur une période de 168 ans, l'un des plus énigmatiques ouvrages que nous a légué l'Antiquité, nous décrit Zénobie en ces termes. Elle avait le visage basané, le teint foncé, des yeux noirs d'une exceptionnelle vivacité, un esprit extraordinaire, un charme incroyable. Sa dentition était d'une telle blancheur que beaucoup croyaient que des perles lui tenaient lieu de dents. Sa voix avait un timbre éclatant et viril. Si elle fit de son palais à Palmyre un véritable palais des 1001 nuits, elle avait pour elle-même des goûts et des mœurs simples, voire austères. On dit qu'elle était si chaste qu'elle n'avait eu de relations sexuelles avec son époux que dans le but de procréation. Ce fut le modèle avant l'heure de la femme libérée, indépendante, qui se revendiquait l'égale de l'homme dans tous les domaines. Je dirais même qu'elle fut sans doute l'une des premières féministes de l'histoire. L'énergique empereur Aurélien allait donc se mesurer à elle. Non sans une certaine appréhension toutefois, car c'est finalement le sort même de l'Empire romain qui allait se jouer. Le siège de Palmyre fut long, même s'il n'eut en fait que peu de combats. Zénobie n'entendait pas céder et lutta
pied à pied contre celui qu'elle considérait à présent comme un monstre barbare. Et Aurélien s'était juré d'en finir une fois pour toutes avec cette femme qui voulait s'élever au-dessus des hommes, voire même des dieux. En mobilisant toutes ses forces, Aurélien parviendra à prendre la ville car elle ne disposait pas de remparts. Zénobie, en désespoir de cause, tenta en vain de fuir avec une poignée de ses fidèles. Aurait-elle péri noyée ainsi que son fils lors de cette fuite, comme beaucoup l'assurent? Ou bien se serait-elle suicidée pour éviter d'être capturée, comme l'affirmèrent certains historiens arabes? Ou encore aurait-elle été emmenée en captivité à Rome? On sait que Zénobie rêvait depuis toujours de visiter Rome et peut-être de s'installer sur le trône des Césars. Et dans cette hypothèse, cet espoir aurait été satisfait. Mais, comme l'écrivit ironiquement l'histoire Auguste, elle entrait en effet dans la ville, mais vaincue. Elle fut un ornement prestigieux du triomphe d'Aurélien, parée de pierreries si énormes qu'elle croulait sous le poids des joyaux, et les entraves des chaînes qui la retenaient étaient en or. Selon certains, à l'issue du spectacle, elle aurait été décapitée. D'autres sources racontent qu'elle aurait été libérée, épousa un sénateur romain et termina sa vie en matrone romaine à l'âge de 35 ans seulement, en 275, dans la ville de Tibur, actuelle Tivoli. Son sort reste donc très incertain. Quoi qu'il en soit, Zénobie captiva l'imagination de générations d'écrivains, d'historiens, d'artistes, tous fascinés, à juste titre, par les exploits de cette puissante reine qui était parvenue à défier Rome. Je voudrais terminer en vous lisant un très beau texte de Jean de la Bruyère, extrait des Caractères, Les biens de fortune, paru en 1694. Les ruines monumentales de Palmyre avaient été retrouvées 3 ans plus tôt, en 1691. La Bruyère évoque Zénobie et la construction de son somptueux palais à Palmyre. Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire, ni la guerre que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent en rien votre magnificence. Vous avez préféré à toute autre contrée les rives de l'Euphrate pour y élever un superbe édifice. L'air y est sain et tempéré, la situation en est riante, un bois sacré l'ombrage du côté du couchant. Les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n'y auraient pu choisir une plus belle demeure. N'y épargnez rien, grande reine. Employez-y l'or et tout l'art des plus excellents ouvriers. Que les Phidias et les Euxis de votre siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur vos lambris. Tracez-y de vastes et délicieux jardins dont l'enchantement soit tel qu'ils ne paraissent pas faits de la main des hommes. Je vous remercie.